donc Organisation internationale de la migration. Euh, Aussi chef de mission pour l'OIM en Italie et Malte. Et aujourd'hui, nous fera le plaisir de discuter avec nous sur la question de la migration. Donc, Monsieur Laurent Sartre, bonjour. Docteur Aïs, bon après-midi à vous et bon après-midi à tous ceux qui sont en ligne. J'espère que vos mots n'ont pas créé trop de attentes avec les personnes qui entendent. Vous avez donné vous étiez très généreux envers mon expérience. Je vous remercie. Donc, Votre Excellence, tout d'abord, avant de commencer le débat, j'aimerais bien savoir un peu, parce qu'il y a vraiment une sorte de confusion. Toujours lorsqu'on parle de l'Organisation internationale de la migration, il y a une confusion. Est-ce qu'il s'agit d'une agence onusienne? Est-ce qu'il s'agit d'une organisation internationale autonome, mais qui collabore avec les Nations Unies? Et quels sont un peu les objectifs de l'OIM au niveau international? Alors, l'Organisation internationale pour les migrations existe depuis 1951. Était une organisation qui s'occupait du mouvement de personnes dans un contexte géopolitique très spécifique. Quand il y avait la guerre froide, toutes les personnes qui s'échappaient de pays sous l'influence de l'Union soviétique à l'époque. Et donc, elle avait très peu de pays membres, quand même des pays membres qui étaient très bien définis dans les contextes géopolitiques où elle était née. Après, l'organisation aujourd'hui a atteint 176 pays membres, donc une adhésion presque universelle de tous les pays du monde, et c'était chaque année le nombre de pays qui s'associent à l'OIM sont de plus en plus croissantes. Donc, avant, c'était une organisation, ce qu'on appelle internationale intergouvernementale. Donc, elle n'appartenait pas au système des Nations Unies, mais au cours du temps, elle avait adopté tous les, disons, les formules bureaucratiques, les standards qui utilisaient l'ONU. Et en 2016, elle est devenue une agence de related agency, comme on dit en anglais. Je m'excuse d'abord pour mon français, parfois ça m'échappe. Related agency, qui ça veut dire que c'est un peu comme certains agences de Nations Unies qui maintiennent leur statut, maintiennent leur logo, maintiennent leur constitution, mais quand même, ils sont pleinement associés au système des Nations Unies. Donc, par exemple, le Global Compact sur la migration représente justement un outil des Nations Unies où l'OIM est justement le secrétaire d'un réseau de pays qui s'occupent de coordonner les approches de la migration. Donc, en bref, aujourd'hui, à partir de 2016, l'OIM est plein partie du système des Nations Unies. D'accord. Donc, l'existence d'une organisation internationale de la migration qui a vocation internationale, intergouvernementale, suppose que la migration constitue aujourd'hui un enjeu mondial, c'est-à-dire l'existence des instruments ou des sommets mondiaux sur la migration. Le dernier pacte de la migration conclu à Marrakech sur la migration ordonnée, circulaire, etc. Donc, est-ce que vous pensez, Votre Excellence, vu votre pratique dans le domaine, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a pris conscience que la question de la migration n'est plus une question individuelle, bilatérale ou régionale, mais qu'il s'agit d'un enjeu mondial? Évidemment, mais il existe encore des personnes qui sont fortement convaincues que c'est un phénomène qui ne doit pas exister. Il y a des pays, même des personnes qui aujourd'hui voient la migration surtout comme une menace. Mais la migration a existé depuis que l'humanité a existé. Et évidemment, elle est devenue de plus en plus importante pour une multiplicité de facteurs, disons, facteurs
qui inclut une croissance de natalité, par exemple, dans les pays du Sud, et une moins de personnes qui sont au nord, donc un besoin aussi de main-d'œuvre ou de qualification dans les marchés du pays du Nord. C'est un phénomène qui aussi a généré toute une série de génération de financement, parce qu'aujourd'hui, les transferts des fonds, jusqu'à aujourd'hui, ont constitué un grand soutien à l'économie des pays d'origine de migrants. Et donc, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, et c'est un phénomène qui a été facilité aussi parce que les voyages sont plus faciles, sont moins chers. Aujourd'hui, les connexions jusqu'à mars, les connexions aériennes étaient vraiment très faciles, disons, et aussi à bon marché, relativement bon marché, connecter des villes qui n'étaient pas seulement les capitales, mais aussi des villes particulières qui permettaient, disons, une possibilité pour les personnes de voyager de plus en plus. Et ça faisait aussi que le phénomène de la migration était devenu, plus qu'un projet de vie, un phénomène circulaire. C'est-à-dire, nos pères, nos grands-pères, un jour, ils migraient pour toute la vie. Ils allaient dans un pays pendant toute la vie. Je pense à mon père qui a migré de Royaume-Uni à l'Italie. Il est venu et il est resté en Italie. Mais aujourd'hui, ces phénomènes deviennent de plus en plus circulaires, c'est-à-dire les personnes voient le fait d'aller dans un autre pays comme une étape pour permettre accumuler de l'expérience et des capitales aussi pour faire en sorte d'utiliser ça dans les pays d'origine. Pas tous, évidemment. Il y a des personnes qui restent dans les pays de destination. Mais on voit que, par exemple, ces phénomènes est devenu quelque chose qui était plus nombreux en termes de masse, mais aussi a changé aussi de caractéristiques, c'est-à-dire un phénomène temporaire. Exactement. Donc, vous avez bien précisé, vous donnez un peu l'état des lieux, un peu le tableau sur la question de la migration en général. Donc, pour gérer un peu tout ce qu'on a précisé jusqu'à présent, il faut vraiment un travail de coopération, des mécanismes et d'instruments énormes. Donc, dans la question de la migration dans la région méditerranéenne, et j'ai élaboré beaucoup de travaux là-dessus, je sais très bien que la question de la migration constitue une priorité en quelque sorte, une priorité dans la coopération entre l'Europe, les pays européens pris bilatéralement, et l'ensemble de l'Union européenne en tant qu'acquis communautaire. Leur coopération avec les pays du voisin sud et est de la Méditerranée, la migration constitue une priorité. Donc, l'idée, c'est que la coopération, la gestion de la migration dans le cadre de cette coopération, je dirais, développe en quelque sorte une vision et que cette coopération doit impérativement, parce qu'on sait qu'étymologiquement, le terme coopération, c'est quoi? C'est la réalisation par deux ou plusieurs parties d'un effort commun pour aboutir à des objectifs communs. Là, le problème dans la gestion de la migration dans la région méditerranéenne, le terme coopération ne prend pas beaucoup son sens. C'est-à-dire, il existe des efforts par différentes parties méditerranéennes, mais pas pour des objectifs communs. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que la gestion de la question de la migration dépend beaucoup plus des instruments élaborés par le Nord, par les pays européens, qui veulent éventuellement les faire appliquer par les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Comment évaluez-vous un peu la question, Votre Excellence? Alors, c'est un phénomène dynamique. Donc, il faut toujours penser que c'est un phénomène qui évolue dans les temps. Donc, il ne faut pas cristalliser le phénomène dans une rhétorique qui parfois prend un peu un poids exagéré dans la discussion. Je pense qu'au début des années 2000, il y avait un débat dans les deux rives de la Méditerranée
l'un qui voulait, disons la rive sud, qui voulait plus d'aide pour gérer mieux la migration, pour permettre le développement des pays de la rive sud. Et par contre, disons, l'Europe voulait meilleur contrôle sur les frontières, etc. Alors ça, ce sont des questions qui restent, mais elles ne sont pas, sont changées dans les temps et dans les contextes. Alors, aujourd'hui, il faut dire qu'il n'existe pas une position européenne, il n'existe pas une position commune européenne. Il y a dans ces moments-là il y a un exercice qui est en train de se faire, que c'est d'élaborer ce qu'on appelle Migration Pact, le pacte sur la migration, qui n'est pas encore sorti, donc c'est quelque chose qu'on attend pour voir quels sont les axes de cette niveau de coopération, comme vous avez évoqué, docteur Alice. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, coopération sur la migration? Donc, on attend ces documents qui peut-être on espère, va être une feuille de route pour certains, pour mieux définir certains facettes de la migration. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand même, entre les pays, il y a des visions entre pays de l'Union européenne, mais même sans penser seulement à l'Union européenne, à l'espace européen, donc pas la communauté en soi-même, l'Union européenne, il y a des approches très différentes. Donc, vous avez la partie sud qui évidemment est plus intéressée. Il y a des choses plus en commun avec les pays de la rive sud de la Méditerranée et les pays nord de la rive de la Méditerranée. Donc, c'est clair que Italie, Espagne, France, Grèce ont aujourd'hui un intérêt accru avec tous les pays de la rive sud. Donc, à partir du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, et de la Libye et l'Égypte. Mais même dans ces pays-là, dans les pays de la rive nord, donc les pays européens, même dans la majorité de gouvernements, il y a des positions très différentes. Aujourd'hui, par exemple, on voit que pour la régularisation de la main-d'œuvre étrangère en Italie, dans les mêmes gouvernements, il y a des positions différentes. Donc, on n'a pas encore atteint un accord pour arriver à trouver une mesure qui respecte les droits des personnes et aussi répond aux besoins du marché, que c'est celui dans le secteur de soins de la personne plutôt que dans l'agriculture ou dans d'autres industries. Donc, il y a encore une polarisation, il n'y a pas une position commune. On est un peu loin d'avoir une vision globale. On a évidemment fait beaucoup d'efforts sur ce qui concerne, par exemple, la formation de cadres à niveau de ministère, à niveau de police dans les deux rives de la Méditerranée. On a plus de projets d'échange. On collabore plus sur certains domaines. Mais évidemment, par exemple, sur migration et travail, qui aujourd'hui c'est une question absolument où les secteurs privés dans les pays du nord de la Méditerranée ont besoin, on dit qu'ils ont besoin de personnes, même les maires de certaines villes. La ville comme la ville de Milan, par exemple, est une ville qui reconnaît clairement que sans les migrants, la ville n'aurait pas les statuts et les développements qui atteint aujourd'hui. Donc, exactement, Votre Excellence. Justement, je veux revenir sur cette question-là, puisque vous avez invoqué en fait la question de la main-d'œuvre, de la migration, etc. J'aimerais bien préciser que le concept migration est un concept large et que cette migration se divise en diverses catégories, c'est-à-dire il y a la migration légale, la migration irrégulière, et bien sûr, il y a la migration d'asile ou ce qu'on appelle généralement les réfugiés. Là, dans la gestion de la migration dans la région méditerranéenne, il y a, je dirais, une certaine, déséquilibre en fait, parce que dans l'approche de la gestion, de la collaboration entre l'Europe et son voisinage, priorité ou, je veux dire, obsession est faite sur la question de l'immigration irrégulière. C'est-à-dire la lutte contre l'immigration clandestine constitue l'un
ou plutôt le vaisseau prioritaire, l'axe fondamental de cette coopération. D'ailleurs, dans les différents discours ou les différents, je dirais, rapports établis par la Commission européenne et même les différents plans d'action élaborés par l'Europe, 3 points essentiels reviennent à chaque fois. Il y a le contrôle des frontières, il y a aussi le traitement des dossiers de l'asile en amont, c'est-à-dire chez les pays de transit ou je dirais d'origine, de départ, et aussi, et c'est le point le plus important, c'est l'éloignement et les réadmissions, un point sur lequel je vais revenir plus tard. Donc, est-ce que la lutte contre l'immigration clandestine constitue-t-elle l'essentiel même de cette coopération? C'est-à-dire, il faut collaborer d'abord sur la lutte sur l'immigration clandestine pour pouvoir collaborer également sur la migration légale. Il faut qu'ils vont ensemble. Et je vous dis pourquoi. Si nous, on se concentre seulement sur la lutte contre la migration clandestine, on va continuer à avoir la migration clandestine. Pourquoi? Pour les raisons que je vais évoquer à l'avant. C'est-à-dire, si l'industrie italienne ou espagnole ou l'agriculture ont besoin de personnes, ils doivent les trouver. Et si les personnes qui sont espagnoles, italiennes, etc., ne sont pas intéressés, ils les trouveront dans les personnes qui sont dans une condition irrégulière. C'est plus facile de les exploiter, c'est plus facile de donner moins de garanties et moins de droits. Et en même temps, disons, on arrive à satisfaire la nécessité. Donc, même si on cherche de boucler les frontières, que c'est pas possible, on n'a pas historiquement vu qu'il y a que la migration s'est interrompue parce qu'on a construit un mur, on construit. Non, ça n'est jamais passé et ça va jamais passer parce que la migration, les réseaux de trafiquants est tellement avancé, tellement sophistiqué qu'ils vont trouver beaucoup de mesures et moyens de faire arriver les migrants d'une façon clandestine dans les pays de destination. Donc, ça, c'est une question qui ne peut pas être résolue par soi-même. Par contre, si on associe la lutte contre la migration clandestine en facilitant la migration régulière, parce que quand même, on a besoin et on reconnaît qu'on a besoin et on peut octroyer des droits aux personnes qui viennent, même d'une façon saisonnière, alors là, on peut être plus strict sur les personnes qui arrivent d'une façon clandestine. Mais le manque de quotas ou de flux migratoires réguliers vont alimenter nécessairement la migration clandestine. Donc, les deux choses doivent aller ensemble. Malheureusement, chaque pays a un peu plus un intérêt sur une question, pour des raisons de visibilité politique, évidemment, à mettre en exergue un aspect plutôt qu'un autre. Exactement, vous avez complètement raison. Là, sur cette question-là, justement, il y a cette, je dirais, cette vision que la lutte contre l'immigration clandestine doit être en parallèle avec la migration légale. Ça, c'est l'approche, je dirais, idéale. Le problème qui se pose, c'est que les pays du voisinage sud-est de la Méditerranée considèrent cette facilitation de la migration légale, appelons-le réellement facilitation des visas pour les ressortissants des pays qui collaborent le mieux sur la lutte contre l'immigration clandestine. Ne s'agit-il pas vraiment d'une conditionnalité dans le travail de la politique de l'Union européenne ou de l'Europe en général? Plus de collaboration, plus de renforcement des frontières, plus d'éloignement et d'acceptation des gens éloignés et réadmis, plus de facilitation de visas, plus d'aide au développement, etc. Ben, évidemment, alors, il faut être clair. Ben, pour lutter contre la migration clandestine, il faut donner des garanties pour les personnes qui veulent et qui sont qualifiées pour venir dans les pays, dans les pays européens. Donc, le fait d'utiliser un langage en conditionnalité, c'est une question difficile, mais en même temps, ça contribue à, disons, diminuer l'influence des réseaux clandestins
qui sont des réseaux qui font qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, il y a toute une série de personnes derrière la migration clandestine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, et je dirais la majorité du monde qui arrive d'une façon clandestine sont des personnes qui arrivent avec des visas normales et qui sont ce qu'on appelle overstayers, ne sont pas les personnes qui arrivent avec les bateaux. Aujourd'hui, parce que c'est médiatiquement plus, disons, émouvant, c'est émouvant, on regarde les bateaux qui apparaissent comme presque une invasion d'un territoire, mais ça constitue en réalité la minorité de personnes qui sont arrivées d'une façon clandestine, qui sont clandestines. Les personnes deviennent clandestines parce qu'ils ne renouvellent pas leur titre de séjour ou pour d'autres raisons qui ne permet pas de renouveler ces permis de séjour. Mais c'est vrai que les conditionnalités aujourd'hui existent et il faudrait aborder la question d'une façon un peu plus globale. Disons, il y a toute la question de transfert des fonds, comme je vais dit. Il y a la question aussi de rassurer les pays sur la question d'acceptation des réfugiés. Moi, je comprends très bien les soucis des pays qui, soit ne sont pas signataires de la Convention de 1951 de Genève, ou soit qui sont un peu réticentes sur octroyer une protection totale aux réfugiés. Je comprends parce que quand on regarde la discipline, le comportement du pays européen, on voit que même dans une union, on a des comportements qui ne sont pas de solidarité, ne sont pas d'aide. Donc, si on regarde, par exemple, la rive la rive nord de l'Europe, on regarde les pays du sud de Méditerranée, on regarde qu'ils sont souvent laissés seuls. Donc, ils doivent faire face à un flux migratoire accru. Qui parfois n'a pas une partage de responsabilité. Même la réallocation des personnes qui arrivent aujourd'hui en Grèce, en Italie, sauf 2 ou 3 autres pays européens qui volontairement donnent leur volonté à prendre une partie des migrants qui arrivent en Italie, les autres n'offrent pas cette disponibilité. Alors, c'est un manque de solidarité. C'est un manque de solidarité qui n'est pas seulement entre une rive nord et rive sud de la Méditerranée. C'est un manque de solidarité entre pays en général parce que on croit que ces personnes-là qui arrivent volent le travail, qui vont changer la culture, vont changer le comportement, etc. Et donc, ça, c'est un peu, disons, jusqu'à aujourd'hui, les titres des journaux ont beaucoup mis en exergue ce type d'approche, mais je pense que le monde va être on en est au carrefour maintenant avec le Covid aujourd'hui. On aura peut-être un changement. Je ne sais pas dire quel changement, mais il y aura, c'est intéressant, c'est une période intéressante pour voir. Exactement, Votre Excellence. Justement, vous êtes en train d'analyser, je pense avec vous immédiatement. Vous avez bien parlé de la solidarité, vous avez bien parlé aussi de l'existence d'une divergence dans la coopération entre les pays européens. Il n'y a pas une politique communautaire de migration, il y a plusieurs politiques nationaux et plusieurs politiques aussi communautaires, je dirais, entre guillemets. Mais là où les points convergent, en fait, en Europe, et bien entendu, c'est transféré un peu plus dans la coopération, c'est la question des éloignements et aussi des réadmissions. En fait, le point sur lequel s'entend tout le monde là-bas, c'est le fait qu'il s'agit d'un point important et d'un instrument fondamental pour assurer une meilleure gestion du flux migratoire irrégulier. Et dans ce cas-là, en essayant de pousser nos partenaires à faciliter un peu la réalisation effective de la réadmission, la question de la migration pourrait être mieux gérée et donc automatiquement ouvrir la voie à la migration légale. Là, je ne vais pas parler au directeur de l'OIM, mais je vais beaucoup plus parler en tant d'un expert en matière des droits humains. En fait, la question de la réadmission, comme vous savez,
Excellence, c'est une question très importante et qui est politiquement correcte vis-à-vis du droit international correct également, mais vis-à-vis des libertés fondamentales et du droit humain des migrants, là se pose le problème. Car vous savez que la réadmission, l'accord, le modèle d'accord et les accords même signés avec des pays comme la Turquie, etc., ont démontré deux points essentiels. Il y a le point numéro un, c'est le fait que la réadmission des migrants s'effectue de manière, je dirais, hasardeuse, sans l'identification du cas par cas. Et donc, ce qui pose problème pour la Convention de Genève de 1951 et la détermination du statut de réfugié et le principe de non-refoulement. Deuxième point essentiel, c'est le risque d'effet domino, c'est-à-dire on transfère des gens vers des lieux où ils risquent la persécution, etc. Troisième point essentiel et qui est un élément très important, c'est la sous-traitance aussi du dossier de l'asile et le risque de détention, etc. Donc, je dirais là, on se trouve devant un carrefour de valeurs, c'est-à-dire entre des pays européens qui défendent des valeurs humaines, de droits de l'homme, de liberté fondamentale, etc. Mais quand il s'agit de mettre en place des politiques pour assurer une très bonne coopération, on peut bafouer ces valeurs pour atteindre des objectifs politiques bien déterminés. Donc, en tant qu'expert en droits de l'homme, en tant qu'humaniste, je dirais, comment évaluez-vous un peu la situation? Alors, c'est une question très large, mais je cherche de répondre. En premier, il faut dire que les demandeurs d'asile ne sont pas sujets au éloignement, sauf que leur statut n'était pas reconnu comme n'étant pas un demandeur d'asile ou un réfugié. Donc, selon la Convention de 1951 de Genève, les pays qui ont signé ces conventions sont obligés à octroyer tout le droit nécessaire, donc de résidence, d'accès aux services, aux personnes qui sont dans le processus d'être reconnues comme réfugiés. Évidemment, les personnes qui ne sont pas reconnues comme réfugiés, selon les lois nationales, pas seulement en Europe, mais dans tout le monde, ne peuvent pas rester dans les pays et ils sont obligés à rentrer chez eux. Donc, là, il faut vraiment être très clair. Disons, il y a des personnes qui sont en fuite de conflits, de persécutions, qui doivent avoir une protection. Si cette protection s'avère que c'est nécessaire, il ne peut pas être refoulé. Donc, il y a des principes de non-refoulement, justement, dans la Convention. Et donc, ça, c'est important de le dire. Et je pense que les pays de l'Union européenne, mais tous les pays, n'ont pas refoulé des personnes qui sont demandeurs d'asile, à ma connaissance. Donc, ça, c'est une question qu'il faut vraiment souligner. Évidemment, c'est une question complexe parce que, vous savez, la Convention de 1951, c'est justement une convention qui a presque 70 ans. Donc, était un mécanisme qui a été conçu quand les cas des demandeurs d'asile étaient très peu. Disons, on parle d'une centaine peut-être dans tout le monde. Donc, et vous savez que le processus pour reconnaître un demandeur d'asile en tant que réfugié est un processus qui regarde pas la nationalité de la personne, mais regarde la personne et son affiliation. Donc, si cette personne appartient à une particulière tribu ou plutôt un certain groupe ethnique plutôt qu'un groupe religieux, etc., ça, disons, toute une série de mécanismes pour explorer si la personne est vraiment a le droit d'être un demandeur d'asile. Donc, ça, il faut le dire. Donc, l'éloignement est pour les personnes qui ne sont pas reconnues comme réfugiés ou personnes qui sont reconnues comme personnes pas, disons, légales, pas d'une condition régulière. Et ça se passe dans tout le pays, disons, c'est pas seulement en Europe, ça passe aussi en Afrique du Nord, il y a des régularisations, je pense, même au Maroc, il y a eu une régularisation il y a quelques années, si je me trompe pas,
de migrants étrangers et certains ont été reconnus comme personnes qui pouvaient rester et d'autres qui ne pouvaient pas rester. Donc ça, c'est normal, c'est un mécanisme normal. Mais justement, vous dites une chose très, très importante. À côté de l'éloignement, il faut prévoir des avenues légaux pour permettre aux personnes de venir. Parce que c'est une demande du marché, c'est une demande des personnes. Je pense vraiment en certains secteurs où les personnes ne travaillent plus. Je pense aux personnes qui sont tous les personnes âgées en Italie. Aujourd'hui, si ce ne serait pas pour beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger pour prendre soin des parents de personnes qui vivent en Italie, toutes ces personnes-là seraient dans des hôpitaux, dans des hospices, dans des auberges, dans des conditions vraiment mauvaises. Alors, pourquoi pas faciliter l'arrivée régulière et ne pas alimenter aussi les trafiquants, les caisses des trafiquants qui après utilisent leur argent pour d'autres questions aussi, parce que ça soulève beaucoup de questions. Donc, il faut être clair. Pour moi, la question, c'est d'être vraiment clair. D'une côté, donner des messages, disons, d'admission. Quelles sont les règles les règles pour être admis dans les pays, être vraiment clair sur les quotas, etc. Et de l'autre côté, être clair aussi que les personnes qui n'ont pas droit, on ne peut pas les absorber. Exactement. Non, c'est une approche très claire et très précise. Euh, L'idée, donc, je vais essayer de sortir avec une phrase de votre analyse, c'est l'idée que, au-delà de la politique et du juridique, le migrant, je pense, constitue beaucoup plus un acteur de développement qu'un acteur de menace ou d'insécurité économique, culturelle ou personnelle, etc. Donc, le migrant, dans la coopération euro-méditerranéenne, je pense que le migrant doit beaucoup plus être considéré comme un acteur de développement. Et là, c'est là où je pense l'Organisation internationale de la migration intervient, en quelque sorte. Donc, si vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce que l'OIM, au niveau de la coopération euro-méditerranéenne, a élaboré jusqu'à présent. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, en principe, je dirais que, par exemple, être agent de développement, il faut qu'il y ait les conditions pour être agent de développement. Parce que si moi, comme migrant, j'ai des soucis pour avoir l'assistance médicale, j'ai des soucis pour, si je suis avec ma famille, de faire en sorte que mes fils vont à l'école, etc., etc., je me maintiens toujours à la marge de la société et donc dans une condition de vulnérabilité et d'exploitabilité. Alors, c'est aussi un devoir, c'est un devoir, disons, de deux parties, donc de la personne qui arrive, de s'intégrer, mais aussi des pays d'accueil, de faire en sorte que l'intégration devient de plus en plus efficace et d'une façon rapide. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'intégration, que c'est un thème sur lequel nous, on met beaucoup l'accent aujourd'hui, c'est un thème prioritaire. C'est un thème prioritaire parce que la contribution au développement des migrants doit être faite d'une façon le plus rapide possible. Mais il faut octroyer toute une série de droits le plus rapidement possible. Je pense à l'exemple du Canada, par exemple. C'est l'anecdote. On ne peut pas être tous les Canadiens, le Canada. Mais le Canada, par exemple, donne la citoyenneté après 3 ans de résidence dans le pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui arrivent se sentent déjà responsabilisées. Ils se sentent partie d'un contexte. Ils se sentent partie d'un contexte où se sont responsabilisés à contribuer au développement. Alors, on doit faire en sorte de ne pas marginaliser les personnes parce que comme ça, moi, en tant que pays d'accueil, je suis intéressé à les intégrer parce qu'ils vont contribuer encore plus, ils vont dynamiser l'économie encore plus. Donc ça, c'est la première des choses. Et après, il faut prendre l'expérience des autorités locaux et des villes. Par exemple, aujourd'hui, on regarde, on voit, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde, que
la rhétorique sur la migration à niveau de capitale et la rhétorique à niveau de migration à niveau de ville est assez, pas nécessairement sur le même plan, sur la même. Pourquoi? Parce que les maires, les responsables, quand même, les gouverneurs d'une certaine région ont beaucoup plus la perception de la migration que les personnes qui sont dans la capitale. Et ça pourquoi? Parce que simplement, ils ont beaucoup plus de requêtes d'accès, beaucoup plus de requêtes d'ordre public. Il y a des positives et des négatives, évidemment. Non, donc, il faut beaucoup plus écouter les responsables des autorités locales pour avoir une perception véridique du phénomène. Parce que si on fait seulement une spéculation philosophique, on est loin de la réalité. On doit faire ce qu'on appelle en anglais reality check. Et donc, si interpeller de plus en plus de municipalités, les gouvernorats, les régions, ça dépend de la nomenclature administrative, mais vraiment les mettre plus en réseau et comprendre quels sont les besoins communs, quels sont des indicateurs d'intégration. Aujourd'hui, nous, on est impliqués, vous me demandez quelle est notre stratégie un peu, c'est davantage d'impliquer de plus en plus des municipalités telles que Milan, telles que Barcelone, telles que d'autres municipalités en Allemagne, en Pologne, etc., pour voir quelles sont les expériences que chacune de ces villes a fait en termes d'intégration, donc d'accès à l'école, à services, à la bureaucratie, etc., etc. Pour ne pas réinventer la même chose ou retrouver, mais pour faire en sorte que l'inspiration ou les succès d'une ville peut être répliqué dans une autre ville. Et alors, je dirais, c'est pas seulement un échange d'expérience, c'est d'arriver vraiment à des indicateurs minimaux d'intégration. Donc, nous, mon rêve particulier, c'est d'avoir des standards, des barèmes volontaires où on peut dire que l'intégration est réussie ou l'intégration est en train d'être disons, d'y arriver à cette étape. Donc, pour nous, l'intégration, c'est quelque chose d'important parce que ça met un réseau. Le territoire, les migrants et les secteurs productifs et économiques. Aujourd'hui, oui. Allez-y, allez-y. Non, aujourd'hui, je disais que si beaucoup avec le Covid, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur médical ou qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, s'ils ne seraient pas là, on aurait, disons, on serait sans nourriture. Et alors, il faut absolument reconnaître ça. Il faut aussi stimuler le secteur privé. Le secteur privé doit être partie prenante de cette approche, c'est-à-dire décourager, par exemple, la filière, contrôler, avoir un contrôle accru sur la filière de production. C'est-à-dire n'accepter pas de produits qui ne sont pas transparents dans la filière de production. Parce que ça permet aussi de garantir aux personnes qui travaillent dans ces industries, dans ce secteur, tous les droits nécessaires. On a fait beaucoup d'efforts, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a différentes entreprises multinationales qui volontairement, et c'est dans leur intérêt d'image, font de leur filière un processus transparent pour faire en sorte que tous leurs produits sont, disons, en monitoring de la source jusqu'au supermarché. Donc, c'est une question qui demande vraiment la collaboration des différentes entités. C'est pas seulement capital. Là, il faut avoir vraiment, et même les associations de la diaspora, les associations qui représentent les communautés étrangères dans les pays sont très, très importants. Aujourd'hui, nous, on soutient beaucoup les représentations des migrants étrangers, par exemple en Italie, pour voir sur quel axe ils peuvent contribuer. On donne de petits financements pour des activités, soit dans les pays d'origine que en Italie, pour permettre de développer des idées.
Exactement. Donc, avant de continuer sur ce stade et passer à l'avenir de la coopération, j'ai une réaction ici de M. Abdelhak Zgrari qui me dit actuellement, l'Italie négocie directement avec les miliciens libyens pour bloquer les migrants subsahariens. Malte affrète même des bateaux privés pour envoyer les migrants indésirables vers la Libye, alors que ce pays vit toujours dans le chaos et c'est au contraire au droit international. Donc, ne pensez-vous pas que cette épidémie soit une occasion formidable pour l'Union européenne pour enfin accueillir dignement des réfugiés et redorer son blason quant à ses valeurs universelles? C'est une réaction qui a… Oui, je connais très bien la Libye. J'avais travaillé là avec l'OIM de 2005, 2006 jusqu'à 2011. Donc, il faut… c'est vrai qu'il y a des conspirations, qu'il y a ce qu'on appelle en anglais shortcuts, des raccourcis que parfois les pays souhaitent entreprendre pour montrer qu'ils ont la maîtrise d'un phénomène, donc tel que la migration. Et là, je suis d'accord, c'est une occasion pour permettre de regarder les phénomènes d'une façon complètement différente. Euh, Premier, par exemple, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est le manque d'investissement dans les villes libyennes où il y a, par exemple, surtout les villes côtières libyennes, d'où le migrant part, et pourquoi il n'y a pas un partenariat avec ces villes pour des activités productives. Je pense à la pêche, par exemple. La pêche, les poissons qu'on retrouve en Libye, c'est un des meilleurs de la qualité de la Méditerranée et il est sous-exploité. Alors, comme par exemple, il y a un problème dans la rive nord de la Méditerranée d'accès aux poissons, pourquoi on n'arrive pas à trouver une sorte de coopération avec ces villes libyennes et donc détourner les jeunes qui sont absorbés par la criminalité, parce qu'évidemment la criminalité prend le contrôle du territoire et les détourner vers un secteur de développement et constructif. En plus, moi je dirais aussi, il faut dire la vérité, même en Libye, les migrants sont nécessaires. C'est-à-dire, beaucoup de monde qui se rend en Libye cherche un emploi et ne regarde pas nécessairement aller aux rives de l'Europe comme destination finale. Je pense aux personnes qui viennent du Niger, je pense aux personnes qui viennent du Soudan, les personnes qui arrivent du Tchad. Ils sont surtout des personnes qui n'existent pas dans la liste des personnes qui arrivent en Italie ou en Grèce ou dans d'autres pays. Ils sont très, 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 très peu. Disons, il y a certaines nationalités qui arrivent, mais d'autres qui souhaitent rester en Libye. Alors, il faut aussi voir quelle est la condition en Libye des infrastructures, c'est-à-dire, est-ce que le pays a besoin de reconstruire les hôpitaux, reconstruire les routes, l'infrastructure. Alors, est-ce que la main-d'œuvre existante en Libye, libyenne, étrangère est suffisante ou faut-il, par exemple, entamer des accords avec des pays d'origine, avec d'autres pays, pour assurer que ces développements s'espacent. Donc, c'est justement une thématique très complexe. Je suis d'accord sur les remarques, mais il faut analyser la chose d'une perspective pas seulement idéologique parfois, hein, donc seulement de voir comme ces migrants-là doivent nécessairement venir en Europe. Il faut le dire, hein, 80% de la migration en Afrique, c'est sud-sud, hein, c'est entre pays africains. Donc, il faut pas même surestimer les chiffres. Hein. Donc, on est en train parfois de parler des phénomènes qui sont et de jeter un éclairage énorme sur ces phénomènes, sur un phénomène qui est en fait plus petit que… Très minime. Exactement, vous avez complètement raison sur ce cas-là. Et j'allais justement entamer cet axe. Et vous avez bien fait de faire la transition. En fait, la migration interafricaine, je dirais de manière générale, est beaucoup plus développée, beaucoup plus nombreuse que la migration de pays du Sud vers l'Europe. Et là, ça m'a toujours interpellé cette question parce que
lors de différentes interventions que j'ai eu l'occasion de faire ou des missions que j'ai eu l'occasion de réaliser, c'était beaucoup plus vers la réalisation de cette coopération tripartite, Europe, Méditerranée, ou au moins les pays du Maghreb et le reste de l'Afrique. Et là, c'est une question très importante qui commence à se poser régulièrement. Et on essaie de passer en quelque sorte de cette approche de coopération vers une véritable approche de partenariat. C'est-à-dire un partenariat win-win. Un partenariat suppose évidemment les mêmes intérêts, les mêmes enjeux, les mêmes efforts, les parties qui essaient de réaliser chacun de leur côté pour atteindre un objectif commun. Le Maroc, par exemple, et là j'invoque l'exemple du Maroc puisqu'on a élaboré la politique marocaine de la migration, et c'est une politique très ambitieuse qui repose sur une approche globale, incluant la question sécuritaire, avec la question humanitaire, avec je dirais l'intégration des migrants. Différentes périodes de régularisation ont été faites. Plusieurs personnes ont été régularisées. Et j'invoque ceci pour vous dire que, pour moi, personnellement, il faut impérativement dépasser ce stade de la gestion externalisée de l'Europe vers l'Afrique, de la question de la réadmission et des éloignements, pour beaucoup plus parler de la coopération en tant que de projet. C'est-à-dire comment faire en sorte que le Maroc qui a entamé, qui n'est pas un pays d'immigration traditionnelle, le Maroc est un pays d'émigration depuis près toujours, mais qui s'est transformé en pays de transit pour aboutir finalement à un stade de pays d'immigration, que ce soit par blocage ou par destination. Donc l'idée essentielle, c'est comment peut-on aider des pays comme le Maroc qui ambitionnent à créer une politique migratoire ouverte et pour la réalisation des projets d'intégration. Vous avez beaucoup parlé de l'intégration. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller davantage pour réaliser ceci? Bon, alors, vous avez soulevé beaucoup de questions. Alors, je cherche alors, je note parce que il y a différents aspects sur lesquels il faudrait souligner, disons, porter l'attention. Premier, il faut dire qu'aujourd'hui, on doit regarder aux caractéristiques des migrants qui se déplacent. Aujourd'hui, les personnes qui migrent de l'Afrique vers l'Europe, ne sont pas nécessairement, selon beaucoup d'études, ne sont pas les plus pauvres de pauvres. Bon, évidemment, il y a des personnes qui s'enfuient de guerre, de persécutions, mais ça appartient au côté réfugié. C'est encore une autre catégorie. Mais si on regarde la personne qui volontairement fait ces choix de migrer, ne sont pas les plus pauvres de pauvres. Ce sont les personnes qui ont un certain niveau d'éducation, qui ne voient pas dans leur pays l'accès à certains moyens ou infrastructures qui lui permettent de développer ses propres compétences. Alors aujourd'hui, les personnes qui souhaitent émigrer d'un pays africain vers un autre pays africain ou vers l'Europe sont des personnes qui ont atteint un certain niveau d'éducation. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de donner un petit pécule aux personnes qui rentrent chez eux pour des petites activités. Oui, ça aide, disons, à minimiser la vulnérabilité. Mais pour vraiment permettre une choix sur la question de migration, il s'agit d'investir dans des grands projets, accès à l'Internet, accès à l'eau, accès à l'électricité. Si ces trois choses sont plus développées et plus, disons, constants dans les pays, dans certains pays d'émigration, j'en suis sûr que le flux migratoire pourrait se baisser considérablement parce que il n'existe plus une manque qui pousse les gens à émigrer de leur pays. Intégration, sur la question intégration, comme je dis, il faut interpeller. Il n'y a pas une recette magique. Il n'y a pas une solution parfaite. On est en train c'est une conception relativement récente en Europe, l'intégration, disons, intégration extra-européenne, sauf peut-être
la Royaume-Uni qui aujourd'hui ne fera plus part de l'Union européenne. Mais en général, disons, j'évoquais l'exemple du Canada avant, non? Donc, beaucoup de personnes qui sont canadiens ont un nom, un prénom qui n'est pas américain ou francophone. Il est de tout autre, il est d'origine indienne, vietnamien, etc. Donc, il y a des pays qui ont fait des expériences d'intégration, mais c'est aussi vrai que le Canada a un territoire vaste, énorme, et qui peut-être n'est pas le cas d'autres pays. Donc aujourd'hui, dans le cas de l'espace méditerranéen, il faut vraiment faire appel aux expériences que certaines villes ou certains territoires ont fait. Disons, il faut vraiment voir, ou certains secteurs, même certains secteurs commerciaux. Est-ce que certains secteurs commerciaux ont eu plus de succès dans la commercialisation de leurs produits par rapport à d'autres? Et quelles sont les mesures qu'ils ont fait? Donc, il y a différents. Alors, le secteur médical, évidemment, c'est un secteur où il y a beaucoup des étrangers qui travaillent. Et alors, comment faire en sorte, par exemple, que les personnes soient déjà formées avant d'arriver dans les pays de destination? Mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes nationaux qui ne veulent plus faire l'infirmier ou le médecin. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont des étrangers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Premier ministre Boris Johnson a été soigné par 2 infirmiers de confiance qui n'étaient pas anglais. Un, c'était néerlandais et l'autre, c'était d'un autre pays que je ne me rappelle plus. Bon, c'est intéressant, cette question. On penserait que pour des raisons de sécurité, on devrait avoir un national, etc. Non, c'est plus le cas. Donc, il faut tenir en compte de ça. Et après, exactement. Oui. D'accord. Donc, pour résumer, l'expérience des villes, l'expérience des territoires, il y a j'en suis sûr, il y a des territoires qui ont fait en sorte de accélérer l'intégration des personnes, et il y a des secteurs aussi commerciaux qui ont accéléré l'intégration des personnes et ont permis aussi à ces personnes-là d'amener leur expérience et leur expertise dans le pays d'origine pour dynamiser l'économie du pays d'origine. D'accord. J'ai encore une petite interaction, une petite question à vous, Votre Excellence. Je vais la montrer comme ça pour on va voir. Justement, en conditionnant l'aide au développement à la gestion de la migration et en donnant d'énormes moyens à des pays dits de transit, est-ce qu'on ne leur donne pas aussi des moyens de chantage? Je pense à la Turquie, entre autres. Vous pouvez me répéter la question, justement. Oui. Moi, disons, la question de externaliser la gestion des migrations n'est pas une solution en soi-même. Évidemment, il faut trouver la coopération, hein, ça c'est clair. Il faut reconnaître que la Turquie, aujourd'hui, accueille dizaines de milliers de réfugiés qui viennent de la Turquie, des gens qui arrivent de l'Iran, qui arrivent du Pakistan, qui arrivent de l'Afghanistan, etc. Donc, c'est aussi vrai que le poids aussi économique sur lesquels, disons que ces pays comme la Turquie sont en train d'expérimenter, mais à dure épreuve leur économie pour absorber toutes ces personnes-là, octroyer les services d'éducation, les services médicaux, etc. Mais c'est aussi vrai que faire, disons, un blank check, comme on dit en anglais, disons, donner toute l'externalisation, la gestion de la migration, c'est aussi une perte d'opportunité pour les pays de destination de trouver des solutions et par contre de trouver
solutions temporaires qui justement sont temporaires parce qu'après, on a vu même récemment ce qui se passait entre la Turquie et la Grèce. Et on voit par exemple que les pressions des nationaux qui arrivent de Pakistan, d'Afghanistan et d'Iran continuent. Donc, c'est pas nécessairement une solution. Je suis totalement d'accord. Exactement. Nous sommes presque à l'heure du débat. C'est vraiment très impressionnant et très inspirant de vous écouter. Mais là, nous allons entamer le dernier point du débat qui est le futur de la coopération. En fait, la coopération euro-méditerranéenne en matière de la migration, on vient de le voir pendant ces minutes, jongle entre ce qui est technique, ce qui est politique, ce qui est juridique, ce qui est humain. Et il s'agit, je dirais, d'une opération très complexe. Donc, prévoir un peu ou analyser un peu les perspectives de la coopération euro-méditerranéenne, je dirais, revient à l'utopie. Mais quand même, on peut analyser en quelque sorte ou apporter certaines contributions à ces différentes analyses en disant que aujourd'hui, le constat est clair. La coopération euro-méditerranéenne sur la question de la migration est déséquilibrée et divergente. Les intérêts sont énormes. Chacun cherche à satisfaire ses propres intérêts. Au sein de l'Europe, il n'y a pas une vision commune. Peut-être il y a une politique communautaire chez les médias, mais en réalité, la souveraineté prime. Cet acquis communautaire doit être transféré à l'extérieur, donc automatiquement, il y a cette externalisation donc, et en même temps une divergence. Donc, comment faire en quelque sorte cette perspective de la coopération? Personnellement, je vois qu'il s'agit beaucoup plus d'adopter une approche de convergence politique et d'essayer de dépasser le cadre bilatéral, c'est-à-dire Union européenne, pays sud-méditerranéen ou est-méditerranéen, ou un pays européen bilatéralement avec un autre pays, etc. Donc, pour moi, il est nécessaire aujourd'hui, et l'ordre mondial en gestation l'impose en quelque sorte, de travailler aussi en termes d'intégration régionale. Et je sais très bien que l'OIM essaie d'ailleurs d'avoir un bureau méditerranéen, c'est déjà une vision prospective de la question de la régionalisation de la gestion de la migration. En fait, est-ce que c'est pas le moment de voir en quelque sorte une collaboration entre l'Union européenne et la CEDEAO, par exemple, ou l'Union européenne, l'Union africaine, et toucher plus d'acteurs, plus je dirais, de vision globale pour atteindre des intérêts communs. Il faut regarder justement le verre moitié plein, moitié vide. Donc, aujourd'hui, on peut dire on peut dire que c'est moitié vide dans le sens qu'on n'a pas encore atteint ces mécanismes de concertation entre disons, entre régions. Vous avez évoqué une question. Il faut voir la proximité et la proximité des intérêts pour fédérer, disons, une réponse vraiment efficace. Et donc, c'est important de regrouper ces pays où il y a des intérêts communs pour trouver des solutions. Aujourd'hui, on est encore un peu dans une phase rhétorique, je dirais, un peu cristallisée de tout le côté, hein, disons un peu idéologique, un peu de chacun qui cherche d'avoir son propre avantage dans une discussion soit bilatérale, soit multilatérale. Mais c'est aussi vrai que si on regarde, par exemple, il y a 10 ans, il n'y avait pas une implication, un dialogue tel qu'il est aujourd'hui entre l'Union africaine et l'Union européenne, par exemple, ou dans de CEDEAO, dans d'autres mécanismes, processus de Rabat, processus de Khartoum, etc., qui sont nés au cours des années. Donc, par contre, il y a quelque chose en plus par rapport à il y a des ans. Donc ça, c'est le verre moitié plein. Donc pour faire la comparaison, est-ce que ce type de mécanismes sont qu'on appelle talk shops ou ce sont vraiment efficaces dans le sens est-ce qu'ils ont un plan d'action qu'on peut mesurer? Ça, il faut le regarder. Et nous, on était
disons, l'OIM soutenait beaucoup le mécanisme, les processus de consultation régionale, parce qu'on croyait beaucoup à la communauté des intérêts dans une situation de proximité. Mais il faut passer, disons, passer d'un élan initial de enthousiasme à vraiment mettre de barèmes, de milestones, comme on dit en anglais, pour mesurer les succès. Sinon, il devient un échange un peu rhétorique, un peu futile, je dirais, sur certaines choses. Donc, ce qu'on peut dire donc qu'il y a une coopération accrue, mais disons c'est encore work in progress et on est encore en train d'améliorer cette situation et justement de trouver des réponses qui sont satisfaisantes pour tous. Voilà, donc pour moi personnellement, je vois que il y a vraiment des opportunités à explorer. Il y a des choses à dépasser. Il faut impérativement faire en sorte de dépasser cette rhétorique ou ce cercle vicieux, je dirais, entre ce qui est externalisation politique, chantage de migrants, etc., et voir beaucoup plus la migration comme une opportunité et le migrant comme un acteur de développement, et essayer de développer cela et créer des intérêts convergents. Mais avant de terminer, Votre Excellence, je vais juste prendre un tout petit peu de votre temps davantage pour parler un peu du Covid-19. C'est une question que je vais poser à 1 million de dollars. Je sais très bien, mais quand même, vous allez essayer d'y répondre. C'est qu'est-ce que vous prévoyez en tant qu'organisation après le Covid-19? C'est-à-dire, le monde va changer après le Covid-19, ça c'est clair. Donc, quelle est votre perception après le retour plus ou moins à la normale, je dirais? Oui, 1 million de dollars, c'est peu, hein, je dis. Non, je plaisante. Alors, davantage, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut être informé pour donner une réponse. Alors, mais surtout pour poser les questions correctes. Qu'est-ce qui se va passer? Justement, c'est une question. Mais qu'est-ce qui se va passer au moment où le Covid-19 commence à être plus, disons, gérable et donc permettre des mouvements? Bon, à ces moments-là, selon les statistiques de la Banque mondiale, le continent africain va perdre 20 milliards non, billions. Billions, c'est, comment on dit en français? Billion? Milliards, exactement. 20 milliards de dollars, je pense. 20 milliards de dollars américains, l'équivalent de 20 dollars américains en transfert des fonds. C'est-à-dire une chute de 30% des envois des fonds dans les pays africains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une pauvreté dans certains secteurs, dans certains domaines, dans certains pays plus grave. Parce que c'est quand même une montant assez important pour certains pays qui font le transfert des fonds une partie de produits internes bruts. Donc, les conséquences et les mécanismes pour pousser les gens à bouger et trouver d'autres solutions, soit dans les continents, soit hors du continent, ça va être accru. Il faut l'admettre. Donc, il faut se retrouver dans une situation que les gens auront besoin de trouver de ressources financières ailleurs, pas nécessairement dans leur propre pays. Et donc, on sera confronté à une disons, une dynamique migratoire plus élevée. En même temps, aujourd'hui, avec le Covid, il y a des contrôles de frontières plus fortes. Et donc, qu'est-ce qui se va passer quand ces contrôles seront plus assouplis? Et donc, ça va générer que le backlog, les gens qui actuellement sont bloqués dans une frontière pour entrer dans un autre pays, vont nécessairement bouger. Donc, je pense que au moment où le Covid, ça va être moins fort, on assistera à une dynamique initiale très forte de mouvement, surtout des personnes qui ont besoin
qui voient la migration plutôt comme désespération que comme un choix de développement. Et de ça, il faut être certainement conscient. Et ce que je peux dire aussi, c'est que certains secteurs vont continuer à être attrayantes en Europe, surtout l'agriculture. Aujourd'hui, je pense cette discussion sur la régularisation est justement une montre l'effet que il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre, de personnes qui peuvent arriver à être soit migrants main-d'œuvre, mais aussi entrepreneurs. Hein. Il faut dire que le migrant n'est pas seulement une personne qui contribue dans l'agriculture. Aujourd'hui, le migrant est devenu vraiment un entrepreneur. Et donc, il dynamise l'économie de d'autres façons. Donc, la non-réponse est là. Donc, on aura une période initiale des fortes pressions migratoires. Après, on verra. C'est clair qu'on est dans une situation de migration presque zéro dans ce moment-là. Exactement, une situation d'après-crise qui nécessitera une nouvelle approche de coopération de la migration en matière en euro-méditerranée en matière de la migration. Votre Excellence, je vous remercie profondément pour votre participation. Nous arrivons à terme de notre débat. C'était très inspirant. Il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de questions que j'arrivais pas à poser directement. Donc, je vous remercie profondément pour votre participation et nous attendons le retour à la normale et l'ouverture des frontières pour vous accueillir chez nous au Maroc. Merci beaucoup, docteur Aïs. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient à l'écoute. J'espère, évidemment, je n'ai pas l'ambition d'avoir répondu à tous, mais je reste à disposition pour un suivi au moment donné. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était Son Excellence Monsieur Laurence Hart, directeur de l'Organisation internationale de la migration, chef de mission d'Italie et Malte. C'était un mardi géopolitique migration dans laquelle nous avons jeté un peu les germes fondateurs d'une nouvelle coopération en la matière. J'espère que ça va aboutir à atteindre les objectifs de toutes et de chacun. Le mardi géopolitique, troisième session, prend fin. Je vous attendrai encore une fois pour le vendredi jeunesse, qui sera très, très intéressant à suivre. Juste un petit message, ceux qui m'entendent, ceux qui sont toujours là. Nous vivons une situation très exceptionnelle. Après 2 périodes de confinement, la situation n'est pas stable du tout, et ça en raison de notre, je dis, maladresse en tant que citoyen. Je vous invite vraiment à prendre conscience et rester chez vous encore parce que la situation ne fait que s'aggraver de jour en jour. Nous avons atteint des chiffres que nous espérions du tout pas durant cette deuxième période de confinement. Donc, je vous demande, je n'ai jamais rien demandé, mais je demande à ce que vraiment vous respectez les consignes sanitaires du ministère de la Santé et restez confinés chez vous le temps nécessaire. D'ici là, je serai présent avec vous chaque mardi et chaque vendredi. Donc, à vendredi prochain. Je vous remercie.